Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Mediapart. Nous allons revenir aujourd'hui sur une affaire qui date d'il y a 1 an et demi, une affaire qu'on a appelée l'affaire Denis Baupin, du nom de ce vice-président de l'Assemblée nationale de l'époque, élu écologiste, et sur lequel 8 femmes, puis 13, puis 14 femmes ont raconté des faits pouvant être qualifiés d'agression sexuelle ou d'harcèlement sexuel et qui ont été publiés dans Mediapart et sur France Inter. Pour en discuter, une des témoins clés de cette affaire, Sandrine Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions Flammarion Parler, un récit intime et politique de cette affaire Baupin, justement. Et à vos côtés, Laure Ignace, vous êtes juriste à l'AVFT. L'AVFT, c'est une des principales associations contre les violences faites aux femmes, qui travaille justement sur des dossiers de harcèlement, d'agression sexuelle et de viol. Mais d'abord, Sandrine Rousseau, première question. Sans revenir sur les faits eux-mêmes qu'on a largement documentés sur Mediapart, quels enseignements vous tirez de cette affaire? Vous l'avez appelé « Parler », votre livre. Est-ce que c'est justement parler comme acte politique qui est le principal conclusion que vous tirez de cette affaire d'1 an et demi? Oui, je tire la conclusion que c'est mieux de parler que de ne pas parler, même si le parcours des femmes qui parlent et qui déposent plainte est plus compliqué que, évidemment, de ne pas le faire, parce que ça bouleverse beaucoup de choses dans sa vie. Mais en tant qu'acte individuel de déposer plainte et de donner à la justice le soin de trancher sur l'affaire, et en tant que femme politique, l'affaire politique, c'est vraiment quelque chose qui répare complètement, je trouve, individuellement déjà, de déposer plainte, même quand la justice ne passe pas, puisque dans notre cas, la justice n'a pas pu passer. Donc, pour précision, donc, il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par le parquet de Paris après les révélations dans la presse, et qui a abouti qui a été classée sans suite pour prescription au mois de mars dernier par le parquet de Paris, qui explique que les témoignages sont corroborés, qu'il n'y a pas ne remet pas en cause la sincérité des témoignages, mais il y a un problème de prescription qui était à l'époque de 3 ans pour le harcèlement et l'agression sexuelle. C'est ça, donc dans ce cas-là, la justice n'est pas vraiment passée. Pour autant, c'est quand même, c'est une forme de... J'ai employé le mot guérison, mais c'est un peu ça quand même, une forme de guérison que de passer par ce parcours-là. Et puis après, l'affaire Baupin, elle m'a permis aussi de me rendre compte à quel point les femmes ne parlent pas et à quel point ce sont des tabous dans beaucoup de familles, dans beaucoup de foyers, dans la tête de beaucoup de femmes encore. Et ces tabous-là génèrent une souffrance, mais qui est assez difficile à appréhender quand on n'est pas confronté à elle directement. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas été avant l'affaire Baupin. Après l'affaire Baupin, beaucoup de femmes se sont confiées à moi, comme à Hélène de Bost, Isabelle Attard et Annie Lameur, pardon. Et ça, c'est vraiment... on le prend en pleine face. C'est-à-dire qu'on se demande comment une société comme la nôtre peut laisser ça comme ça, c'est-à-dire sans être traitée, toutes ces souffrances, parce que c'est des souffrances mais inouïes, ce sont des parcours de vie qui sont extrêmement compliqués, et comment on peut laisser ça, et comment on peut laisser 99% des hommes qui ont commis des actes de viol, d'agression ou d'harcèlement dans la nature sans qu'ils soient jamais inquiétés. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet. Alors justement, Laure Ignace, Sandrine Rousseau disait la difficulté de parler. Est-ce que finalement la difficulté, c'est pas plus de ne pas être entendue? Parce que ce que d'ailleurs Sandrine Rousseau raconte dans son livre, c'est qu'en fait les femmes parlent toujours à quelqu'un, à l'entourage, à la famille, à un collègue, mais que finalement c'est comme si personne ne les entendait. Est-ce qu'au quotidien, c'est ce que vous voyez vous aussi dans les dossiers que vous avez? Alors nous, on est vraiment sur les violences sexuelles commises dans le cadre du travail, donc on reçoit moins de témoignages de femmes victimes de violences sexuelles dans d'autres cadres de la vie. Et on sait qu'elles sont aussi nombreuses. En tout cas, pour les femmes dont on reçoit les témoignages à l'association, ce qui est clair, c'est qu'elles ont toujours parlé, avant d'en faire une parole publique, plus publique en tout cas en déposant plainte, etc., ou en le dénonçant à leur employeur, elles en ont parlé à des proches, souvent, elles en ont parlé à un médecin, elles en ont parlé à tout un tas de personnes qui, la plupart du temps, leur a fermé la porte parce que cette personne n'a pas voulu en savoir plus, n'a pas voulu... entendre et écouter ce qu'elles avaient à dire et du coup prendre en charge le problème. Parce que quand on écoute, quand on entend, il faut faire quelque chose.
Et donc les personnes préfèrent lui dire, renvoyer à une responsabilité individuelle, oui mais tu devrais faire ça, tu devrais plus lui dire non, lui mettre une baffe, tu devrais, tout un tas de choses que les personnes pensent qu'elle ferait à sa place. Et en fait, elle a déjà essayé plein de stratégies d'évitement qui ne marchent pas. Et elle se dit, bon, bah, encore une fois, on me renvoie la responsabilité de ce qu'il se passe, je ne serai pas assez quelque chose pour m'en sortir. Et donc, elles vont se refermer, la parole va se refermer pendant peut-être des mois, voire parfois des années. Donc, elle parle à tout un tas de personnes qui ne sont pas aptes à saisir le bon et à rebondir et à les soutenir pour que ça aille plus loin dans la dénonciation. Sandrine Rousseau évoquait justement la non-reconnaissance judiciaire d'un certain point de vue, en tout cas du fait qu'il n'y a pas de procès Beaupin, sur le fond, puisqu'il y a une plainte en diffamation qui court. Mais comment vous expliquez justement la difficulté de la justice d'aboutir à des condamnations, puisque donc 90% des plaintes sont classées, et 90% des plaintes non classées aboutissent à un non-lieu. Donc comment vous expliquez cette difficulté de l'institution judiciaire à aboutir à des condamnations pour ces violences sexuelles? Alors, en matière de harcèlement sexuel, pour moi, il y a vraiment une méconnaissance de la plupart des professionnels de justice des mécanismes de pouvoir qui règnent dans les entreprises et dans les rapports de subordination et qui font que les femmes parfois effacent des preuves parce que ça c'est incompréhensible, par exemple, qu'on ait pu effacer des textos, c'est incompréhensible qu'elle ait eu telle réaction qui paraissent parfois, nous qu'on comprend tout à fait à l'association, mais qui pour le commun des mortels est incompréhensible parce que pour tout un tas de stéréotypes et de représentations que les personnes ont face à une même situation. Et donc pour moi, l'institution judiciaire peine à se dire il va y avoir un débat devant un tribunal qui va ressusciter toutes ces questions et le dossier est trop compliqué, trop complexe. Ça demanderait en fait de l'analyse politique et féministe aussi, des rapports de domination en France et dans le monde, qui n'est pas encore arrivé jusqu'à l'institution judiciaire. Dans beaucoup de dossiers, c'est ça le problème. Pour beaucoup de parquets, c'est aussi une absence de volonté politique de poursuivre ce type d'infraction. Ils ont mis leur priorité ailleurs, et la priorité n'est pas de poursuivre les harceleurs sexuels. Voilà, après, il y a sûrement d'autres. Il y a des dossiers où, évidemment, la question de la preuve va être plus difficile parce qu'on va être sur un faisceau d'indices grave et concordant, mais assez ténu, qui ne va pas permettre de considérer que les faits sont suffisamment constitués. Mais nous, on voit des dossiers où il y a énormément de preuves, où c'est classé quand même. Donc, c'est pas vraiment... pour nous, globalement, c'est pas ça le problème. C'est que c'est un choix politique, oui, finalement. C'est un choix politique et les parquets ont le choix de ne pas poursuivre certaines infractions en opportunité. La justice aujourd'hui ne se donne pas les moyens de s'affronter à ça, enfin clairement. Il n'y a pas les moyens d'enquête, il n'y a pas les moyens d'écoute, il n'y a pas les moyens d'écoute des victimes, il n'y a pas les moyens de comprendre ce qu'est une emprise. Et pourtant, maintenant, on sait ce que c'est un rapport de domination, une emprise. On sait aussi que quand on ne dit pas oui, ça veut, si on ne dit pas oui, ça veut dire non. Enfin, mais ça, la justice ne l'entend pas et l'entend mal. Mais ça fait partie des combats politiques à mener. C'est-à-dire qu'il faut que la justice entendre ça. Et je pense vraiment que là, on est dans une bataille qui est une bataille pour faire reconnaître en fait la question des agressions sexuelles, du harcèlement sexuel, mais même encore du viol, parce que le viol est encore très largement non reconnu. Et donc, c'est une nouvelle bataille qu'on doit mener. Et ça, je suis très convaincue du fait qu'il faut la mener. Vous parliez de bataille politique, Laurence Ignace parlait de féminisme. Est-ce qu'à un moment, vous dites dans votre livre que finalement, vous découvrez votre genre avec l'affaire Beaupin, que vous devenez une femme, en fait, de ce point de vue-là. Pourquoi vous avez ce cheminement-là pendant cette affaire Beaupin ? Ce qui s'est passé, c'est que j'étais féministe avant, mais j'étais féministe dans le sens où je tendais la main à des femmes et j'étais solidaire de revendications sur les salaires, sur tout ça. Mais ce qui s'est passé avec l'affaire Beaupin, c'est que j'ai découvert à quel point
être une femme génère des souffrances que les hommes ne connaissent pas. Et ça je ne l'avais jamais vu vraiment. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas confronté, tant qu'on n'entend pas les femmes, parce que les voix des femmes, quand elles commencent à parler, sont des voix mais assourdissantes, des fois, mais tellement nombreuses, tellement difficiles à entendre, qu'on se dit qu'aujourd'hui, en France, naître femme, c'est avoir une vie potentiellement beaucoup plus douloureuse, beaucoup plus difficile que naître homme. Ça, pour moi, c'est pas acceptable, et ça, je l'ai découvert lors de l'affaire Bopin. Oui. Et pourquoi, justement, dans ce cheminement que vous racontez très bien dans votre livre, assez difficile par moments, puis beaucoup mieux, pourquoi, justement, ces conséquences ont été aussi lourdes dans les mois qui ont suivi la révélation de l'affaire Bopin, et pourquoi ce n'est pas un simple soulagement ? Parce que le premier réflexe de tout le monde quand on commence à parler, c'est de mettre en doute, ou du moins de se questionner sur pourquoi elle a parlé à ce moment-là et pas à un autre moment. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas un peu consentante quand même? Est-ce que c'est vraiment vrai tout ce qui se raconte? Comment ça se fait qu'elles sont 10, 15 à parler? Et toutes ces questions-là, c'est des questions qui en fait fragilisent beaucoup les personnes qui parlent. Et moi, ça m'a beaucoup fragilisée parce que pourquoi je n'ai pas parlé avant, c'est... Enfin, encore une fois, vous avez parlé mais c'est publiquement. C'est ça, c'est que... Vous n'avez pas parlé publiquement qu'on avant. me reproche ça à moi alors que je n'ai pas cessé de parler de cette histoire. Il y avait quelque chose de complètement aberrant dans ça. Et donc cette aberration, cette chose qui est complètement irrationnelle, on se dit, mais en fait, c'est moi qui suis folle. Et ça, cette phrase de « c'est moi qui suis folle », elle revient très fortement. Et en plus, comme porter plainte, porter une parole publique là-dessus, ça engendre aussi beaucoup de bouleversements dans sa vie privée. Donc on est fragilisé dans sa vie privée, on est fragilisé dans sa vie extérieure, professionnelle ou politique. Et du coup, il y a un moment où on perd pied. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, j'ai perdu pied à un moment donné. Et dans ces moments-là, c'est des moments de très très grande souffrance, hein, vraiment. À un moment, après la publication de la première enquête sur Mediapart et France Inter, vous m'avez dit, cette phrase m'avait dit « Moi, je rêvais d'être Angela Merkel et je ne voulais pas être témoin dans l'affaire Bopin ». Et ça disait aussi de la difficulté... Hillary Clinton. Hillary Clinton. Ce que ça disait de la difficulté à être une femme politique aussi, hein, pour prendre la parole publiquement, d'être cataloguée, de se dire « On ne pourra plus jamais faire de la politique ». Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, vous pouvez encore faire de la politique ? Aujourd'hui, je ne sais pas si je peux continuer à faire de la politique. Aujourd'hui, je n'ai pas de réponse à cette question. Aujourd'hui, il y a de la sympathie, il y a de l'empathie, il y a du soutien, clairement. Qu'est-ce que ça deviendra dans le futur? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne savez pas si vous pouvez? Mais imaginez qu'Hillary Clinton, par exemple, dise devant les caméras « J'ai été agressée sexuellement, je porte plainte, j'ai eu des moments difficiles, j'ai connu une dépression. » Est-ce qu'on penserait d'elle qu'elle est capable de gérer un pays? Je pense qu'aujourd'hui, on considère que les femmes qui passent par là sont des femmes qui sont à vie victimes. Voilà, qui sont des femmes qui, à vie, sont faibles. Et ça, pour ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais été une femme faible. Enfin, je ne crois pas du tout avoir jamais été une femme faible. Par contre, à un moment dans ma carrière, j'ai été en faiblesse, mais comme tout le monde. Enfin, ça arrive vraiment à tout le monde. Quand on arrive dans une nouvelle fonction, on est forcément en faiblesse à ce moment-là. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, mais du coup, on me renvoie l'idée d'une femme qui aurait dû, qui aurait pu, qui aurait. Et à la fin, on se dit, que vont retenir les gens de ça? Est-ce qu'ils vont retenir l'image d'une femme qui finalement s'est battue jusqu'au bout pour obtenir la vérité et qui du coup a une forme de combativité et de capacité à gérer une histoire qui parfois est compliquée? Ou est-ce qu'on retiendra d'elle que c'est une victime et qu'elle a connu des moments difficiles? Je ne sais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas. Y compris dans votre parti Europe Écologie Les Verts, qui a eu des attitudes parfois ambivalentes, mais qui depuis, en tout cas publiquement, a été très en soutien de vos témoignages. Oui, y compris au sein d'Europe Écologie Les Verts. Après, il y a aussi des moments qui sont difficiles et sur lesquels il ne faut pas se voiler. C'est que quand vous lisez, par exemple, l'enquête et que vous voyez qui a soutenu, qui est allé à la police pour soutenir Denis Bopin, que vous le croisez et que vous la croisez le lendemain, c'est pas facile. Enfin, ça remet quand même beaucoup de choses en question. Et en plus, ce que j'ai découvert vraiment, ce dont je suis très persuadée aujourd'hui et que je savais peut-être un peu moins avant, c'est que je pense qu'il n'y a pas d'écologie et il n'y a pas d'écologie politique sans
un féminisme absolu. C'est-à-dire que je pense vraiment que la question de l'écologie, c'est la question du partage des ressources, du partage des efforts, du partage des choses, et donc aussi du partage des places de pouvoir, des places de responsabilité dans la société. Ça. Donc les deux sont intimement liés, et quelque part, moi j'ai aussi connu une espèce de crise de foi, à un moment donné, de foi au sens foi religieuse, c'est une crise de foi politique en tous les cas, en me disant, mais si ce parti a laissé faire ça pendant autant de temps, quelle est sa sincérité dans les combats qu'il mène? Et ça, c'est compliqué. Enfin, voilà, il faut se poser cette question. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide de me lancer vraiment dans le soutien de cette association. Association Parler, que vous lancez en même temps que la sortie donc, du livre. Association Parler pour aider justement les femmes à parler dans leur parcours vis-à-vis de la justice. Parce que je pense qu'il faut ça pour que les chiffres enfin bougent et qu'en même temps, en quelque sorte, on imagine une société plus écologiste et tout ça. Et je pense qu'on ne peut pas lâcher ce terrain-là. Vraiment, j'en suis très convaincue. Laure Egnace, est-ce que vous voyez ce que dit Sandrine Rousseau par rapport à la difficulté à rester en politique, investie dans son militantisme? Est-ce qu'il y a des choses qui font écho avec la place que les femmes ont parfois dans leur travail? Quand elles portent plainte, justement, ou qu'en tout cas, elles dénoncent des faits pouvant faire de violences sexuelles? Alors c'est malheureusement pour la très très grande majorité des femmes qui dénoncent des agissements de violences sexuelles dans le cadre du travail perdent leur travail et donc perdent leur place dans cet univers-là. Nous, à l'association, c'est entre 90 et 95% des femmes qui vont perdre d'une manière ou d'une autre leur travail, soit parce qu'elles vont finir en arrêt maladie et ne jamais pouvoir revenir sur le lieu de travail, parce que c'est aussi le lieu des violences sexuelles, c'est aussi là où ont été commises les agressions, parfois les viols, le harcèlement sexuel, donc c'est traumatique de revenir sur ce lieu-là. La plupart du temps, c'est parce que le harceleur est toujours en place et que les employeurs mènent pas d'enquête, en tout cas quand ils en mènent pas sérieuses et impartiales, et que les harceleurs sont pas sanctionnés comme il se doit, c'est-à-dire que c'est un comportement tellement grave qui devrait systématiquement se solder par des licenciements et que on a beaucoup de harceleurs qui prennent des blâmes, des avertissements, mais qui ne sont pas renvoyés. Donc ça, les femmes, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qu'elles ont vécu, c'est pas grave, alors qu'elles sont en arrêt maladie, qu'elles ont de très graves conséquences sur leur vie personnelle, sur leur santé, sur leur carrière professionnelle, leur performance. Parfois, ça peut entraver longtemps leur capacité à faire bien leur travail. Et donc, c'est insupportable de rester dans une entreprise qui les trahit d'une manière ou d'une autre. Et donc nous, c'est la majorité des victimes qu'on rencontre vont perdre leur travail. Après, c'est pas le cas des chiffres nationaux. Au national, l'enquête de 2014 qui avait été diligentée par le défenseur des droits indiquait que 40% des femmes qui se déclaraient victimes de harcèlement sexuel avaient perdu leur travail. Donc c'est des chiffres moindres que ceux que nous, on a à l'association. Mais même si c'est que 40%, c'est énorme. Et 40% de femmes qui perdent leur travail, c'est 40% de femmes qui sont au chômage. C'est l'État, au travers de nos impôts, qui doit prendre en charge, en fait, financièrement aussi, les conséquences des violences sexuelles qui sont commises dans le cadre du travail. Donc oui, ça fait tout à fait écho avec ce que nous, on voit au quotidien avec les victimes, ce que raconte Sandrine. Vers la fin du livre, après avoir raconté les épisodes parfois les plus douloureux des suites de cette affaire Beaupin, vous dites « nous avons réussi ». Qu'est-ce que vous vous dites que vous avez réussi? On a réussi à, je pense, ouvrir le couvercle d'une marmite, au moins pour quelque temps. Je ne sais pas s'il est encore ouvert aujourd'hui, je ne serai pas affirmative là-dessus, mais je pense qu'on a réussi à ouvrir le couvercle d'une marmite, d'une cocotte minute, et du coup à libérer une forme de parole. Il y a eu quand même beaucoup de blogs qui sont sortis, il y a eu plus de plaintes qui ont été déposées, donc on a fait un pas, je pense. Après, aujourd'hui, j'ai l'impression que la marmite se referme dès qu'on ne tient pas le couvercle. C'est-à-dire que dès que ça passe au second plan médiatique, d'actualité, eh bien, on a l'impression que les choses retombent.
Et c'est pour ça aussi que je ne veux pas lâcher ça, parce que j'ai découvert vraiment tellement de choses et tellement de souffrances que pour moi, il est vraiment impossible de faire comme si ça n'existait pas. Vraiment. Je ne sais pas comment le dire autrement, que je ne peux plus vivre maintenant comme avant. La cocotte, elle s'est ouverte aussi à la VFT après l'affaire Beaupin. Est-ce que vous avez senti un effet affaire Beaupin, aussi bizarre que l'expression puisse paraître? Ouais. Alors très clairement. On avait eu déjà des effets avant d'autres affaires, comme on les appelle. En 2011, ça avait été suite à l'affaire DSK, comme on l'appelait aussi. On avait commencé depuis 2011, en fait, de manière périodique. On est en saturation à l'association de nouvelles femmes qui appellent. Mais on avait vraiment eu un creux de vagues pendant 2014-2015. Et puis, en effet, la médiatisation des violences sexuelles dénoncées par les femmes qui ont été agressées par Denis Baupin a déclenché une salve d'appels à l'association sans précédent. Puisqu'en l'espace de 2 mois, à la VFT, on a répondu à autant de femmes que depuis le début de l'année. Donc les 5 premiers mois d'avant, donc ça n'a pas arrêté. Et depuis, ça ne tarit pas vraiment, alors dans une moindre proportion. Mais quasiment tous les jours, on a une nouvelle victime au téléphone, ce qui avant était peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Parce que quand même, moi je dirais que la pression médiatique reste. Que depuis, il y a eu des reportages, des documentaires. Il y a eu le documentaire sur France 5 en janvier, qui a de nouveau déclenché une salve d'appel à l'association. Il y a eu d'autres articles avec tout un tas d'autres affaires. Nous, on participe aussi de la médiatisation parce qu'on continue, nous, à essayer de mettre le sujet à l'agenda politique et médiatique. Et ça va continuer parce qu'en décembre, Georges Tron va être jugé devant la cour d'assises, parce que voilà, il y a tout un tas de personnages comme ça, de plus en plus d'influence qui commencent à passer dans les mains de la justice, ce qui n'arrivait pas avant, et qu'évidemment, ça entraîne aussi une exposition médiatique. Ouais, est-ce que vous avez l'impression justement que la réception médiatique a changé? Parce que l'attitude de l'institution judiciaire est compliquée, vous l'avez expliqué tout à l'heure, mais est-ce que vous avez l'impression que les réactions médiatiques ont changé? Oui, nous on a cette impression-là. Il y a 10 ans, jamais on n'aurait entendu dans les médias ce qu'on a entendu suite à la sortie de l'enquête le 9 mai. Ce qui est assez frappant, et nous on subit encore de temps en temps l'inverse, c'est cette impression que tout le monde vous croyait en fait, et qu'il n'y avait pas à part évidemment quelques mauvaises intentions, il y avait très peu quand même de remise en cause de votre parole. Et c'était tellement gros, il y avait tellement de témoignages aussi concordants, de femmes quand même en qui on peut faire confiance. Alors il y a peut-être ça aussi qui a joué en votre faveur. Vous n'êtes pas n'importe qui, donc on a peut-être un crédit de bonne foi supplémentaire, j'en sais rien. Il y a plusieurs élus, députés. Voilà, c'est des personnes qui sont respectables, on va dire. Alors peut-être que des femmes issues d'autres milieux n'auraient pas bénéficié d'autant de crédit de bonne foi. Mais, et même l'affaire Baupin est toujours citée, nous, en justice, quand on va dans des procès. On continue d'entendre parler de vous comme d'un exemple aussi. Voyez, tout le monde y croit, personne n'en parle comme quelque chose qui serait faux, qui serait susceptible d'être faux. Donc ça, c'est nouveau. Et tant mieux. Ça veut dire que les journalistes ont évolué sur le sujet et arrêtent de divulguer sans arrêt les poncifs habituels d'idées reçues qui remettent sans arrêt la crédibilité des femmes en doute et accordent beaucoup plus de place à la défense des harceleurs. Finalement, c'est ça, vous avez réussi quelque chose, Sandrine Rousseau. Ouais, j'espère en tout cas que ça va continuer sur cette lancée. Oui, je suis émue. C'est aussi un travail de journaliste. Je le dis parce qu'il y a eu... à ma connaissance, il n'y a pas eu beaucoup d'enquêtes, je crois que c'est la seule, vraiment une enquête de fond. Et du coup, peut-être que ça aussi, ça a crédibilisé la parole. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui parlions, donc on n'était pas dans un face-à-face en quelque sorte, on était dans un travail d'enquête sur le long cours avec recoupement des témoignages nombreux. Et du coup, ça a permis de dire, voilà, c'est pas moi qui dénonce, la situation est ainsi. Et ça...
je pense qu'il en faudra d'autres encore pour avancer complètement sur cette question-là, mais le fait que l'affaire soit citée dans les tribunaux, c'est déjà un très bon signe à mes yeux, parce que ça permet de dire que voilà, les choses commencent à bouger. La justice est une dame qu'il est compliqué de faire avancer quelque part, mais là j'ai quand même l'impression qu'on ne pourra plus complètement... Et en tous les cas, c'est mon souhait. Peut-être que je prends mon souhait pour des réalités, mais j'ai l'impression qu'on ne pourra plus entendre les femmes de la même manière et les fragiliser, les décrédibiliser autant qu'il est possible. Parce que ça aussi, il faut qu'on parle des défenses des agresseurs et des agresseurs. Ces défenses, elles sont horribles. Enfin, non seulement on subit tout, alors on subit les questions, ça, mais on subit aussi les défenses où toutes les défenses sont identiques. C'est-à-dire, les défenses, c'est de dire c'est des comploteuses, des menteuses, et enfin, on est au 21e siècle, quoi. Et c'est plus possible des défenses comme ça. C'est plus possible aujourd'hui. Je pense que c'est un enjeu de société aussi de dire que ces défenses ne sont plus possibles et qu'elles desservent ceux qui les utilisent. Et ça, aujourd'hui, on n'en est pas là. J'ai l'impression que ces défenses-là, elles peuvent encore être utiles parce que c'est finalement la défense qui permet le plus de s'en sortir. Moi, je voudrais que ces défenses-là n'existent plus parce que je trouve que c'est vraiment... ce sont des défenses qui sont inacceptables. Merci beaucoup Sandrine Rousseau, merci beaucoup pour votre livre, Parler, donc aux éditions Flammarion. Et merci beaucoup Laure Ignace à la VFT et bon courage pour la suite de vos dossiers.